Le 25 mars 2001 sortait le premier album d'un des groupes les plus fascinants de tous les temps, Gorillaz. Au fil des années et des albums, le groupe s'est imposé comme une figure majeure de la musique de nos jours. Bien plus qu'un simple groupe de musique, Gorillaz, c'est avant tout un univers à part entière. Univers qui s'étoffera notamment grâce au concept de groupe virtuel, où les véritables artistes décident de disparaître derrière des personnages de fiction. En l'occurrence Toody, le chanteur, Murdoch, le bassiste, Russell, le batteur, et Noodle, la guitariste. L'œuvre réalisée par Damon Albarn pour la partie musicale et Jamie Hewlett pour les dessins ne s'inscrit dans aucun genre musical précis. C'est en fait un mélange d'une multitude de genres. Exemple parfait sur la chanson Clint Eastwood, où le changement de ton y est drastique. Bref, Gorillaz est tellement cher à mes yeux que le groupe méritait une vidéo complète. Plus précisément, une vidéo iceberg. Si vous n'êtes pas encore familier avec le principe des vidéos iceberg, le concept est plutôt simple. Comme vous le savez sûrement, un iceberg est séparé en deux parties. La partie au-dessus de la surface de l'eau et la partie sous la surface de l'eau. Or, bien souvent il s'avère que la partie immergée soit beaucoup plus importante que la partie émergée. Si je vous raconte ça, c'est parce que le schéma qu'on va utiliser dans cette vidéo est rigoureusement le même. Plus la vidéo va avancer, plus on va plonger sous la surface de l'eau, et plus les anecdotes qu'on racontera sur le groupe seront de moins en moins connues. Bienvenue dans cette vidéo et préparez-vous à plonger très bientôt dans l'univers passionnant d'un groupe qui aura marqué toute une génération, Gorillaz. C'est facile de passer à côté si on connaît le groupe uniquement pour sa musique, mais à la manière d'un dessin animé, Gorillaz a une toile de fond, une histoire cachée utilisant les mêmes personnages qui se déroulent en parallèle des albums, des clips et autres créations du groupe. Les fans surnommeront cette étrange histoire le lore. Elle sera découpée en phases, avec une phase dédiée pour chaque album. On en compte un total de 8 aujourd'hui. Dans ce jeu de pistes gigantesque où la moindre ligne dans une chanson, le moindre extrait d'une interview peut être une pièce cruciale du puzzle, l'histoire est donc très longue, souvent imprévisible et surtout chaotique. Pour vous donner un exemple, à la fin du clip El Mañana, Noodle, la guitariste, est portée disparue. Pendant son absence, Murdoch, le bassiste, créera un robot censé la représenter, Cyborg Noodle. Mais on apprendra plus tard qu'en fait, la Noodle d'origine est revenue à la vie après avoir été ressuscitée par l'organisation secrète The Boogeyman. Elle rejoindra le groupe de nouveau en phase 3. Bref, avec ce genre d'histoire qui part dans absolument tous les sens, ce serait difficile de parler du lore sans en consacrer une vidéo entière dessus. Le lore est tellement complexe qu'il existe un livre entier, Rise of the Ogre, qui raconte entièrement le lore de la phase 1 à 2 du point de vue des personnages du groupe. Du coup, pour éviter les confusions, pour cet iceberg, on va exclure la partie lore du groupe. On en a parlé rapidement dans l'introduction, mais Gorillaz est issu d'un duo de créateurs, Damon Albarn et Jamie Hewlett. Or, il se trouve que Gorillaz n'est pas le premier projet de chacun d'entre eux. Damon, de son côté, est le chanteur et cofondateur d'un groupe très populaire dans les années 90, Blur. Jamie, lui, est dessinateur. Avant son travail sur Gorillaz où il révélera son talent au grand jour, Jamie était surtout connu pour un comics, Tank Girl. Un comics qui dérape à chaque page et qui finira quand même par être adapté au cinéma. Au tout début du projet commun entre Damon et Jamie, le groupe devait initialement s'appeler Gorilla, en référence à l'année du singe qui est leur année de naissance respective. Le Z viendrait de Damon lui-même, qui trouvait le nom trop générique et pas assez facile à retenir. En l'ajoutant, ils avaient créé un mot unique qui représentait parfaitement le groupe. C'est donc Gorillaz, avec un Z, qui sera retenu pour le premier album. She made me kill myself. Come on. Respectivement en 2001 et 2007, les fans de Gorillaz furent surpris de découvrir deux nouveaux albums, G-Side et D-Side. G-Side fait directement suite au tout premier album éponyme du groupe.
Avec G-Side, on découvre des prototypes, des remixes et d'autres versions alternatives des mêmes chansons du premier album. D-Side reprend exactement le même schéma que son prédécesseur, mais pour l'album Demon Days. Ces deux albums spéciaux sont pour les fans comme des projets bonus, et honnêtement, bien qu'il n'y ait pas vraiment de cohésion entre les titres qu'ils proposent, ils restent néanmoins assez intéressants pour retracer le travail des créateurs. Pour la signification des titres de ces projets, le plus probable serait que le G de G-Side vient de Gorillaz, l'album qu'il précède, et le D de D-Side de Demon Days, là encore l'album qu'il précède. I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Là où Gorillaz se démarque et devient vraiment plus qu'un groupe de musique, c'est lorsque son univers côtoie le nôtre. En fait, Damon et Jamie ont eu un coup de génie lorsqu'ils ont tout fait pour faire croire aux fans que le groupe était bel et bien réel, le temps d'une chanson. Comme au balcon du Webby Awards de 2006, où Murdoch et Toody viendront récupérer leur prix. Ou encore lors d'un des premiers concerts du groupe à Londres, où le public interloqué applaudit un dessin animé sur scène. Stuart Podcast fait partie de ces événements qui ont permis au groupe de se développer et de s'imposer au fil de leurs albums. L'idée de base est plutôt simple. Le personnage de Toody, de son vrai nom Stuart Pot, va présenter une série d'une quarantaine de podcasts d'environ 30 secondes où il livre tout un tas d'anecdotes sur le groupe dans un format un peu plus intime qu'en temps normal. Alright, the manager said I should turn my recordings into one of them podcasts. I'm calling it the Stuart Potcast, after my name, Stuart Pot. Le projet est assez cool et il a permis au groupe d'annoncer leur nouvel album d'une manière un peu plus originale, tout en renforçant leur univers auprès des fans. Gorillaz est un groupe connu pour avoir énormément de leurs clips qui n'ont jamais pu être réalisés, la plupart du temps pour des raisons financières. Mais faute de ne pas toujours avoir assez d'argent pour financer leurs clips, Gorillaz a une fanbase très dévouée. C'est pourquoi par exemple pour le clip de Rhinestone Eyes, où seulement le storyboard avait été publié, ce sera un fan qui le réalisera par ses propres moyens, un travail magnifique qui lui aura pris plus de 6 ans à réaliser. De même pour le clip de 5-4, également annulé par Damon et Jamie pour les mêmes raisons, ce sera là encore un fan qui se chargera de donner vie au storyboard. Un peu à la manière de Stuart Podcast, dans le but d'accentuer l'univers de leur groupe, les créateurs de Gorillaz ont eu l'idée de créer un réseau social pour 2 de leurs personnages, ainsi Noodle à Instagram et Murdoch Twitter. Voilà, on en a fini avec la première partie de cette vidéo. La banquise regroupait toutes les informations les plus connues sur le groupe. Mais maintenant, on passe à la seconde partie de l'iceberg. Ici, les anecdotes y seront légèrement plus mystérieuses et méconnues. Clint Eastwood est le nom d'une des chansons les plus populaires du groupe. En se basant sur le clip et les paroles, il est plutôt difficile de voir une corrélation entre la musique et le célèbre acteur. Pourtant, il existait bel et bien un lien. En fait, le sample de la musique, utilisé en début de clip, est issu du western Le Bon, la Brute et le Truand. D'ailleurs, ce ne sera pas la seule référence à l'acteur dans l'œuvre de Gorillaz. On notera par exemple la chanson Dirty Harry, qui est une référence à un film de l'acteur. Je sais que j'avais promis de ne pas parler du lore de Gorillaz, mais on va faire une exception pour cette entrée car elle ne le concerne pas entièrement. Bref, le lore de Gorillaz est connu pour avoir de nombreux personnages secondaires. Et parmi eux, on en retrouve un en particulier, Pazuzu. Dans notre monde, Pazuzu est une divinité mésopotamienne qui fut entre autres vénérée à Babylone près de 2000 ans avant notre ère. Bien plus tard, en 2010, les créateurs de Gorillaz eurent l'idée d'incorporer Pazuzu à leur univers. Il deviendra alors un personnage récurrent qu'on retrouvera souvent lors de très courtes images subliminales durant les clips ou encore sur la pochette de D-Side dont on a parlé un peu plus tôt. Avec le temps, Pazuzu deviendra un personnage adoré par les fans, mais néanmoins beaucoup moins connu du grand public que les personnages qui composent le groupe.
Dans l'univers de Gorillaz, Kong Studio est un endroit fictif où les membres du groupe se retrouvent pour enregistrer la plupart de leurs albums. Mais Kong Studio ne fait pas uniquement partie de l'univers du groupe. En effet, une version site internet du studio était disponible pendant des années, et le joueur, si on peut appeler ça comme ça, pouvait se balader dans les pièces du studio et faire la rencontre de plusieurs personnages du groupe. Ce qui était vraiment bien avec ce site internet, c'est qu'il se mettait à jour en fonction de la parution des albums du groupe. Du coup, il changeait et évoluait en fonction de quand est-ce que vous le regardiez. Aujourd'hui, malheureusement, le site n'est plus accessible. Mais toutefois, gardez-le bien en tête, car c'est grâce au site internet de Kong Studio que les fans ont pu découvrir certaines des informations qui vont apparaître dans la suite de la vidéo. Le 3 mars 2010 sortait l'un des albums de Gorillaz les plus appréciés par les fans, Plastic Beach. Bien qu'à sa sortie l'album fut un succès, le projet diffère complètement de l'idée originelle des créateurs. A la base, Damon et Jamie avaient pour projet une trilogie d'albums. Et au fil du temps, le duo était de moins en moins convaincu par cette idée. Le tout fut donc retravaillé pour tenir en un seul et unique album, Plastic Beach. Tout semblait rentrer dans l'ordre. Mais lors d'une interview, Damon Albarn dira cette phrase qui est désormais à l'origine de nombreux fantasmes chez les fans. Do you have any intentions to ever release any of the unreleased material from Plastic Beach, like Seasides, Leviathan, Mr. Light? There is quite a lot of stuff actually. Anything else? I mean, there's about, I don't know, 200 songs. Wow. That are unreleased. Wow. Rapidement, certains fans ont eu l'idée de créer un mouvement pour forcer Damon à publier ses fameuses chansons. Le mouvement Free the Sea était né. Malheureusement, le mouvement n'a pas reçu l'engouement attendu et encore aujourd'hui, on n'a aucune idée de l'identité et encore moins du contenu de ces pistes abandonnées. RIF est l'acronyme de Reject False Icons, littéralement rejeter les faux icônes. RIF est un mouvement qui a été créé par Damon et Jamie afin d'ouvrir les yeux du public sur les stars de la musique en général. En fait, au moment où Gorillaz est arrivé au stade de groupe très populaire, les véritables créateurs du groupe se sont rendus compte du mensonge à grande échelle qu'est le business de la musique. Du coup, pour faire profiter leurs fans de cette découverte, au lieu de passer le message eux-mêmes, ils ont décidé que c'était à leur création de le faire, que c'était à Gorillaz de le faire. Malheureusement, leur idée d'origine n'a pas vraiment pris. Et Reject False Icons ne représente qu'une toute petite partie de l'œuvre musicale du groupe. Officiellement, le tout premier son jamais enregistré du groupe est Ghost Train. Pourtant, lors d'une interview, Damon Albarn expliquera que le véritable tout premier son de Gorillaz ne se trouve dans aucun de leurs albums. Il se trouve en réalité dans un album de Blur. On ne sait pas vraiment pourquoi ce serait véritablement une musique de Gorillaz et non de Blur, mais peut-être que c'est pour ces touches électroniques qu'on retrouvera plus tard chez Gorillaz. Léviathan est probablement la musique jamais vraiment publiée la plus connue du groupe. Tout a commencé lorsque le documentaire The Making of Plastic Beach a été publié. À un moment bien précis de ce documentaire, on peut entendre en arrière-plan et en plutôt mauvaise qualité, une chanson totalement inédite. Les fans l'ont surnommé Léviathan. Et depuis, ce Lost Media est devenu un véritable mythe. Régulièrement, des fans essayent de publier des versions remasterisées, mais personne n'a réussi jusqu'à aujourd'hui à trouver la version complète de cette chanson. Le mystère reste donc plus ou moins entier. Après la sortie de leur premier album, Damon et Jamie avaient pour projet de développer leur univers au-delà de la musique en créant quelque chose de plus ambitieux qu'un simple album. C'est ainsi qu'est né le storyboard d'un film d'animation mettant en scène les personnages de Gorillaz, Celebrity Harvest. Un contrat avait été signé avec la société DreamWorks et le rêve d'un film d'animation Gorillaz pouvait enfin devenir réalité. Malheureusement, DreamWorks a rapidement rompu le contrat lorsque le duo a refusé de rendre l'histoire du film family friendly. En un sens, c'est peut-être même mieux comme ça, car cela aurait pu risquer de briser l'univers que le groupe avait créé jusqu'à présent. Aujourd'hui, le duo continue de chercher à produire un film d'animation, mais le projet est toujours refusé.
En 2008, après l'énorme succès de leurs 2 premiers albums, les créateurs du groupe ont toujours pour ambition de créer quelque chose de plus grand, quelque chose qui résumerait leur univers. Carousel est le projet ayant pour but de relever ce défi. Et à en comprendre Jamie, Carousel aurait dû être une série d'une quinzaine de courts-métrages d'animation, chacun avec un style très différent, abordant à leur manière les côtés mystiques de l'Angleterre. Malheureusement, le projet n'a pas abouti, et aujourd'hui on en sait très peu sur son contenu. Jusqu'à présent, les fans ont uniquement retrouvé une partie du scénario d'un des 15 courts-métrages, The Halloweeners, qui devait vraisemblablement aborder le mythe autour de la fête d'Halloween. Encore aujourd'hui, certains fans ne perdent pas espoir, et espère voir la série de courts-métrages enfin sortir pour le grand public. En 2004, sur le site officiel de Kong Studio, les utilisateurs du site ont pu participer à un concours de talent virtuel où le vainqueur remportait le droit de collaborer avec le groupe sur une de leurs chansons. Malheureusement, là encore le projet est un peu tombé à l'eau, car au final ce fut 3 personnes qui furent sélectionnées et aucune chanson entre Gorillaz et les vainqueurs n'est connue à ce jour. Juste des covers réalisés par les vainqueurs sur des chansons déjà existantes du groupe qu'on peut retrouver sur YouTube en cherchant un peu. Nous voilà maintenant dans la 3e partie de l'iceberg, dans les eaux peu profondes. Ici les anecdotes commencent à être beaucoup moins connues et de plus en plus mystérieuse. L'avant-dernier album du groupe est intitulé Song Machine Season 1. Le fait que Season 1 soit spécifié a mené les fans à la conclusion qu'un album Song Machine Season 2 devrait faire son apparition dans un futur relativement proche. Sal est un projet venant tout droit des archives du groupe. Encore au tout début du processus créatif de Gorillaz, Jamie Hewlett avait dessiné tout un tas de personnages qui auraient pu faire partie du projet. Finalement, comme on le sait aujourd'hui, seulement 4 furent sélectionnés. Sal, diminutif de Salvatore, aurait dû être le bassiste du groupe et était un peu une sorte de Murdoch V1. Il fut abandonné assez rapidement. Lors de la campagne de publicité pour le 3e album du groupe, Plastic Beach, une artiste fut contactée pour réaliser de petites créations qui seraient offertes aux blogueurs influents de l'époque. Cette dernière se mit au travail et créa de véritables fleurs de plastique, uniques, accompagnées d'une fausse lettre signée par Murdoch, leur donnant accès à une version digitale de l'album. Cette publicité plutôt originale pour l'époque fut un véritable succès et permit un très bon lancement de l'album. À l'image de Sal, Bongo Ape est un personnage qui fut abandonné très tôt après la création du groupe. À l'origine, ce dernier devait jouer du bongo et accompagner le groupe un peu partout. On peut d'ailleurs le voir sur certaines illustrations très anciennes. Aujourd'hui, beaucoup de fans pensent que Bongo Ape a servi de point de départ pour Mike the Monkey, un personnage secondaire qui accompagne parfois le groupe. Après le premier album de Gorillaz, un musicien du nom de Garen Galea a fait un remix de la chanson Tomorrow Comes Today et l'a publié sur YouTube sous le nom de Tomorrow Comes Dub. Peu après la mise en ligne de la vidéo, Damon Albarn est tombé dessus et l'a tellement aimé qu'il a engagé Galea pour qu'il fasse le remix complet de l'album. C'est ainsi qu'est né Space Monkeys, le groupe créé par Garen Galea pour relever le défi que lui avait donné Damon. Au bout de quelques mois, le groupe a réussi le défi et l'a publié sous le nom de Laika Come Home. Laika Come Home est une version totalement différente de l'album d'origine, ce qui pour le coup donne un aspect très intéressant à l'écoute. Toujours après la sortie du premier album du groupe, l'œuvre a été un tel succès dans le monde que Gorillaz fut nominé aux MTV Awards. Damon et Jamie ont alors reçu un mystérieux message venant d'un des membres du jury, leur expliquant qu'ils allaient probablement remporter le prix de la cérémonie. Le duo a donc été contraint de réaliser une courte vidéo de remerciement en un temps record. Hello America, I'm Murdoch and we're Gorillaz. We'd like to thank you for this MTV award. Malheureusement, Gorillaz ne remportèrent pas le prix ce soir-là.
Et la vidéo ne leur servant plus à rien, elle disparut avant d'être retrouvée par un fan il y a quelques années. Lors de la publication de l'album The Now Now, l'univers du groupe était un peu particulier car à la suite d'une longue histoire du lore, Murdoch, l'un des personnages cruciaux du groupe, ne pouvait pas virtuellement participer à la création de l'album. Le reste des membres du groupe ont donc dû faire appel à un tout nouveau personnage, Ace. Contrairement aux autres personnages du groupe, Ace n'est pas une création de Jamie Hewlett. En fait, à la base c'est un personnage secondaire, voire très secondaire, de la série Powerpuff Girls. Il accompagnera le groupe pendant une courte durée avant que Murdoch ne fasse son grand retour. Sur le site de Kong Studio, on pouvait faire la rencontre du personnage secondaire, Mel 9000. Si vous interagissez avec ce dernier, il vous expliquera qu'il veut en fait anéantir les membres du groupe en diffusant un gaz toxique. Mel est en fait une référence au film 2001 de l'Odyssée de l'espace, où le robot HAL 9000 veut se débarrasser de l'équipage. Lors de la phase 2, Gorillaz a mis en ligne un kit pour que n'importe qui puisse réaliser une interview des membres du groupe. Hey, why not open with a stupid question? Le principe était assez simple, celui qui voulait interviewer le groupe posait ses questions et montait sa vidéo avec les réponses préenregistrées des membres du groupe. Ambulance est un morceau du groupe Blur. Lors de la sortie de l'album sur lequel figure Ambulance, une étrange rumeur de fans est apparue prétendant que Ambulance avait été initialement écrit pour Gorillaz et qu'il avait été inclus sur l'album par erreur. Aucune autre information liée à ce sujet n'est connue à ce jour. All on the Board est un duo de poètes britanniques surtout connus pour leurs œuvres éphémères dans le métro de Londres. Le duo semble être plutôt fan de Gorillaz puisque à chaque fois que le groupe fait un concert à Londres, un poème leur est adressé dans le métro. Voilà, la troisième partie de la vidéo s'arrête ici. Désormais, je vous souhaite la bienvenue dans les eaux profondes. En 2010, le véritable groupe est en tournée en Amérique du Nord pour la promotion de leur album Plastic Beach. En parallèle de la tournée, les membres du groupe décident d'enregistrer leur prochain album, The Fall. Le groupe ne pouvant pas se rendre dans des studios d'enregistrement, l'album a donc été enregistré avec un moyen des plus basiques, un iPad. Le groupe devant également se déplacer à chaque ville où se déroulaient les concerts, l'album a donc été enregistré dans des villes diverses et variées, ce qui donne une teinte vraiment particulière à l'œuvre. Depuis la création du projet avec leur tout premier album, Damon et Jamie ont toujours pris soin de mettre des références à la pop culture sur les t-shirts de leurs personnages. Plus récemment, pour leur dernier album, on a eu l'occasion de voir Noodle arborer un t-shirt Alva, marque de skate qui existe dans le monde réel. Lorsque le site de Kong Studio fut mis en ligne, c'était la grande mode des jeux Flash. Ces jeux assez classiques, souvent répétitifs, qu'on pouvait jouer sur presque n'importe quel ordinateur. Gorillaz ont à leur manière également participé à cette vague de jeux Flash, que ce soit avec de pâles copies de Donkey Kong, ou des jeux un peu plus poussés qui permettaient de faire avancer le lore du groupe. En 2016, le groupe virtuel a fait un partenariat avec la marque de voitures Jaguar. Mais la collaboration ne s'est pas arrêtée à une simple pub. En fait, à l'époque, Gorillaz avait une application disponible sur smartphone où un peu à la manière du site de Kong Studio, les fans pouvaient se balader dans l'univers du groupe. Lors de la collaboration entre Gorillaz et Jaguar, une toute nouvelle pièce a fait son apparition sur l'application. À première vue, elle semblait représenter le garage du groupe, où on pouvait observer certains véhicules mythiques du lore. Mais après quelques recherches, il s'avéra que l'application cachait un secret. En fait, après avoir résolu des énigmes assez simples, l'application nous entraînait dans un jeu de piste géant
où l'utilisateur devait résoudre des lignes de code toujours plus complexes. Un peu plus tard, ces énigmes seront en fait révélées comme un ARG, un jeu en réalité augmentée, afin de faire une présélection et proposer à certains utilisateurs talentueux un poste chez Jaguar. Aujourd'hui, aucune autre information n'est connue à ce sujet. Bien avant le concert de Travis Scott sur Fortnite, Gorillaz avait eux aussi participé à des concerts dans des jeux vidéo. Par exemple en 2007, pour faire la promotion de leur nouveau single, le groupe avait fait un concert en ligne sur le jeu Habbo Hotel. Quelques années plus tard, on retrouvera Damon et Jamie lors d'une interview sur le jeu Animal Crossing. Bien sûr, là encore il y aura un court extrait musical. Nous voilà maintenant dans la dernière partie de cette vidéo, les abysses. Les acétates sont en gros la première version des disques vinyles. Ils permettent aux créateurs de vérifier le bon fonctionnement de leurs enregistrements avant la production massive de vinyles. Ces derniers ont la plupart du temps une qualité sonore supérieure aux vinyles classiques, ce qui les rend souvent plus recherchés par les fans. Gorillaz n'échappe pas à la règle. Cependant, lorsque certains fans ont eu en leur possession ces premières versions d'enregistrement, ils se sont rendus compte que certaines chansons présentes sur le disque étaient en fait, jusqu'alors, portées disparues. Trouver les acétates des vinyles a été jusqu'à aujourd'hui l'un des meilleurs moyens pour les fans de retrouver certaines des musiques jamais officiellement sorties. Durant les recherches que j'ai effectuées pour cette vidéo, j'ai découvert plusieurs témoignages de personnes qui expliquaient avoir été terrifiées dans un premier temps par Gorillaz, sûrement pendant leur enfance, avant de véritablement aimer le groupe. J'ai donc voulu en apprendre davantage, et là, j'ai découvert toute une partie de l'œuvre que j'avais laissée de côté depuis que je connaissais le groupe. En fait, lors de leurs premiers albums, Gorillaz avait vraiment une atmosphère très particulière, voire terrifiante pour les plus jeunes qui découvraient le groupe. Cette atmosphère étrange est souvent mise en avant par les paroles ou même le style graphique qui pouvait avoir certains abords plutôt dérangeants. Mais dans tous les témoignages que j'ai regardés, ce qui revenait le plus souvent c'était l'ambiance très particulière que dégageait le fameux site internet de Kong Studio. Comme ces moments où l'utilisateur se retrouve plongé dans un silence complet, ou encore les différentes manières que le personnage qu'on incarne lors de notre visite du Kong Studio se fasse attaquer par une mystérieuse entité. Aujourd'hui, de nombreux fans disent aussi avoir été terrifiés par une publicité pour Now That's What I Call Music, exclusive aux États-Unis, mais malheureusement elle semble impossible à retrouver. De toutes mes recherches, celle qui m'a le plus glacé le sang, c'est cet extrait de la visite de la Radio Room de Kong Studio. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Noodle, pendant la courte période où cette dernière était absente du groupe. En conclusion de ce sujet, j'aimerais finir par cet extrait d'une interview de Damon Albarn, où il explique que l'identité visuelle de Gorillaz, un peu dérangeante sur les bords, est totalement voulue par Jamie afin d'attirer les plus jeunes et les faire tomber dans un univers à première vue étrange et terrifiant, mais qu'ils finiraient par aimer au fil du temps. Nous sommes en 1997 et un homme du nom de Kevin Saunders et un de ses amis ont l'idée de créer un groupe de musique virtuel du nom de Monkey Tennis. Monkey Tennis aurait une histoire interne qui pourrait se développer à travers des clips, des comics et même une série télé. Afin de mieux pouvoir visualiser leurs projets et de mettre des visages sur leurs idées de personnages, ils contacteront un artiste du nom de Jamie Hewlett, le dessinateur du comics Tank Girl. Jamie se mit au travail et dessina un total de 4 personnages principaux. Kevin Saunders, de son côté, rédigea une brève description de l'histoire et du caractère de chacun des personnages. Tout était prêt et le groupe était supposé sortir leur premier projet en 1998,
mais ce dernier ne fut jamais enregistré à cause d'un conflit entre Kevin et son mystérieux ami. L'année suivante, le dessinateur que le duo avait engagé pour faire les visuels de Monkey Tennis sort avec le chanteur Damon Albarn l'album Gorillaz, album dans lequel on découvre un groupe virtuel de 4 personnages développant leur univers à travers leurs clips et autres produits dérivés. Rapidement, Kevin Saunders décide d'accuser les créateurs de Gorillaz pour plagiat, mais l'affaire se réglera par un simple versement d'une somme d'argent inconnue à Kevin Saunders et son ami, avec pour seule instruction que l'identité de l'ami de Kevin ne soit jamais révélée. Je vous laisse vous faire votre propre opinion sur cette anecdote, mais tenez compte que pour le moment, on ne connaît qu'une seule version, celle de Kevin Saunders. Nous voilà maintenant dans la partie finale de cette vidéo, le vide. Dans cet iceberg, toutes les informations et anecdotes ont été classées de la plus au moins connue. Maintenant que la vidéo est sur le point de se terminer, il reste le vide. Il s'agit d'anecdotes tellement cachées du grand public que je ne les ai pas trouvées lors de mes recherches pour cette vidéo. Mais je suis persuadé que le vide existe bel et bien. C'est pourquoi si vous connaissez une anecdote sur le groupe que vous n'avez pas vue lors de cette vidéo, je vous invite de tout cœur à la partager dans l'espace commentaire afin que cette vidéo soit la plus complète possible. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Je tiens vraiment à vous remercier d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir.